Le 6 juin 1944, qui restera dans l'histoire sous le nom de jour J, un puissant bombardement venu du large pilonne dès l'aube les défenses allemandes en Normandie. Tandis que le tir de barrage se poursuit, des milliers de soldats alliés, tassés dans des embarcations de débarquement, voguent vers les plages. Ils vont bientôt se heurter à une résistance acharnée. L'opération Overlord, nom de code pour le débarquement allié en France, vient de commencer. Le pari est risqué. Les Alliés ont mis des années à préparer cette bataille capitale qui les mènera soit vers la victoire, soit au désastre. La lutte pour les plages normandes signera le premier pas des Alliés vers la libération de l'Europe. Ou le maintien de la domination allemande sur le continent. Deux hommes vont mettre tout en œuvre pour faire pencher la balance de leur côté. Le général et commandant en chef des forces alliées, Dwight Eisenhower, et dans le camp allemand, le Feldmaréchal Gerd von Rundstedt. En 1942, Adolf Hitler domine un empire qui s'étend de la France au Caucase. Mais dès l'automne 1943, ces forces, qui ne rencontraient jusqu'alors aucune résistance sérieuse, sont désormais contraintes à la défensive. Sur le front de l'Est, à Stalingrad et à Koursk, la Wehrmacht a subi des défaites aussi sévères qu'humiliantes. L'armée rouge, de son côté, commence à faire reculer les troupes allemandes vers les frontières du Reich. En Occident, l'alliance anglo-américaine a débarrassé l'Afrique du Nord des forces de l'Axe. Les Alliés ont débarqué en Italie et obligent l'ennemi à capituler. Pire, l'Allemagne subit des destructions massives par les bombardements stratégiques visant les sites industriels et les villes. Face à cette pression croissante, Hitler met au point en novembre 1943 la Führer Directive numéro 51. Ce document envisage la probabilité d'une invasion alliée en Europe de l'Ouest pour le printemps 1944. Le renforcement des défenses côtières doit être désormais la priorité absolue. Dès le printemps 1941, Hitler avait commencé à fortifier les côtes occidentales contre toute possibilité d'invasion, ordonnant la construction d'un mur de l'Atlantique qui devait s'étendre de la Norvège jusqu'à l'Espagne. Sachant que des centaines de milliers de soldats américains sont désormais postés en Angleterre, le Führer sait parfaitement que les Alliés comptent se servir de la Grande-Bretagne comme base de départ pour leur offensive. Le mur de l'Atlantique et ses défenses côtières doivent donc constituer une barrière proprement infranchissable. Entrés en guerre depuis décembre 1941, les Américains soutiennent la politique des Britanniques dont l'objectif principal est l'Allemagne. Ils veulent donc débarquer en Europe dès que l'occasion se présentera. Les Soviétiques, eux, souhaitent desserrer la pression allemande sur le front de l'Est. Ils optent pour une percée immédiate sur ce que Staline appelle le deuxième front. Les Anglais soutiennent qu'avant d'envisager cette invasion du nord-ouest de l'Europe, il est impératif d'anéantir les forces de l'Axe en Afrique du Nord et d'éliminer l'Italie de la guerre. Leurs arguments apparaissent justifiés lorsqu'en août 1942, l'opération menée par des troupes canadiennes sur le port français de Dieppe tourne au désastre. Elle confirme le danger qu'il y aurait à lancer une invasion prématurée. Tous ces facteurs expliquent que l'opération Overlord ait été retardée jusqu'au milieu de l'année 1944.
L'immense responsabilité qu'implique l'invasion de la Normandie reposera sur les épaules de deux hommes à l'expérience militaire très différente, le général Eisenhower et le feldmaréchal von Rundstedt. Dwight David Eisenhower naît en 1890 dans une famille protestante d'origine allemande, à Abilene, au Kansas. En 1911, il intègre l'académie militaire de West Point. Après l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, il devient instructeur des blindés dans un camp d'entraînement aux États-Unis. Après la guerre, il sort diplômé de l'école du commandement et de l'état-major et prouve ses qualités en tant qu'officier d'état-major. En 1929, Eisenhower est envoyé en Europe par le général Pershing pour rédiger un rapport sur le rôle des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Il continue à servir à l'état-major au cours des années 30 et devient l'adjoint du général Douglas MacArthur aux Philippines. Promu commandant en 1920, Eisenhower reste dans la troupe pendant 16 ans, attendant avec impatience que l'armée sorte de la période inactive liée au temps de paix. La Seconde Guerre mondiale va lui offrir l'occasion unique de prouver son talent, et il va la saisir. En 1941, il est nommé chef d'état-major de la 3e armée, et il se fait remarquer par le général George Marshall, qui commande alors 3 corps d'armée. Juste après Pearl Harbor, Eisenhower rejoint l'équipe de Marshall en tant que chef adjoint du département des plans de guerre, et il joue un rôle clé dans la conception et la planification de la stratégie de guerre américaine. En juin 1942, alors que les troupes américaines se déploient en Angleterre, Marshall nomme Eisenhower à la tête des forces terrestres en Europe. En novembre de la même année, Eisenhower commande la première force de l'Alliance anglo-américaine lors du débarquement en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche. Il représente bientôt le chef allié idéal. Calme, réfléchi, modeste, excellent diplomate, il insuffle un esprit de coopération au sein des armées alliées. En mai 1943, au terme de durs combats, la campagne de Tunisie balaie les forces italo-allemandes de l'Afrique du Nord. Cette campagne permet à Eisenhower de s'affirmer en tant que chef alors qu'il n'a pas les signes extérieurs habituels des foudres de guerre. Sa plus grande réussite est d'avoir fait de l'Alliance une force efficace. Il connaît ensuite de nouvelles victoires avec l'invasion de la Sicile en juillet 1943, puis celle de l'Italie 2 mois plus tard. En décembre 1943, à Téhéran, lors de la conférence stratégique alliée, le président Roosevelt confie à Eisenhower le commandement de l'opération Overlord. En juillet 1944, Eisenhower retourne donc en Angleterre pour faire face au plus grand défi de sa carrière. Né en 1875 en Saxe, Karl Rudolf Gerd von Rundstedt est issu d'une famille traditionnelle de militaires prussiens. En 1893, après des études à l'école des cadets d'Orianenburg, il est nommé sous-lieutenant d'infanterie, puis sert principalement comme officier d'état-major sur le front occidental et oriental pendant la Première Guerre mondiale. Grâce à son talent d'organisateur, von Rundstedt gravit de manière régulière les échelons de la hiérarchie dans la Reichswehr, l'armée allemande très réduite d'après-guerre. Général depuis 1927, il est nommé en 1932 commandant militaire de Berlin. Même s'il approuve la politique de réarmement prônée par Hitler, von Rundstedt ne manifeste aucun enthousiasme ni pour les thèses nazies, ni pour le régime hitlérien. Il prend sa retraite en 1938, mais Hitler le rappelle en 1939 pour mettre au point l'invasion de la Pologne. Il prend la tête du groupe d'armées sud pendant la campagne de la Pologne en août 1939 et est nommé commandant en chef à l'Est en octobre, malgré sa mésentente avec Hans Frank, le sanguinaire gouverneur du pays vaincu. En mai 1940, il joue un rôle majeur dans l'invasion de la France et remporte de beaux succès à la tête du groupe d'armées A. Il est nommé feldmaréchal le 1er juillet 1940, il a 65 ans.
Von Rundstedt commande ensuite le groupe d'armées du Sud lors de l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, qu'il n'approuve cependant pas. Ses troupes conquièrent l'Ukraine et atteignent Rostov-sur-le-Don à la porte du Caucase. Mais en novembre, une contre-attaque de l'armée rouge les repousse. Von Rundstedt décide de se replier sur une ligne plus facile à défendre. Furieux, Hitler lui retire son commandement. Mais le corps d'officiers voit en von Rundstedt un chef incontesté et respecté. Pour apaiser les tensions, Hitler le nomme alors commandant en chef du front occidental. Responsable de la défense de l'Europe de l'Ouest occupée, von Rundstedt doit maintenant se préparer à l'inévitable offensive alliée. Au début de l'année 1944, von Rundstedt et Eisenhower mettent au point leurs stratégies respectives en vue de l'invasion alliée. Pour parer l'attaque d'Eisenhower, von Rundstedt dispose de 250 000 hommes et de 2000 chars. Jusqu'à la fin de l'année 1943, nombre de ces divisions sont en sous-effectif. D'autres ont été retirées du RSS pour s'équiper avant de regagner le front de l'Est. Von Rundstedt approuve la directive numéro 51 d'Hitler, qui ordonne le renforcement des défenses à l'ouest. Mais il ne cache pas son opposition lorsqu'on envoie le feldmaréchal Erwin Rommel inspecter celle du mur de l'Atlantique. Von Rundstedt pense alors qu'Hitler songe à le remplacer. Mais Rommel est au contraire placé sous ses ordres à la tête du groupe d'armée B, chargé de la défense du nord de la France. Avec le soutien de von Rundstedt, Rommel s'attache donc à renforcer au maximum le mur de l'Atlantique. En Normandie, dans le Pas-de-Calais et sur la côte atlantique, les défenses sont bientôt hérissées de canons. Comme le veut la pratique allemande, chaque batterie constitue une redoute indépendante, avec des magasins de munitions stockés à l'abri des bombes. Une salle de garde et un centre de communication radio, ainsi que le logement des artilleurs vigilants et expérimentés. Une remarquable organisation. Les plages, truffées d'obstacles antipersonnels et anti-véhicules et de mines marines, sont toutes à portée de feu des canons. Une fois débarqués sur la plage, les assaillants devront affronter les pièges anti-chars et les fils de fer barbelés. Le mur de mer représente une barrière efficace pour la plupart des véhicules. Au-delà, ceux-ci devront faire face aux champs de mines et aux bunkers en béton. Mais von Rundstedt ne croit pas, comme Hitler, que le mur de l'Atlantique suffira à tenir les Alliés à distance. Il est convaincu que la clé du succès réside dans ses panzers. Mais il ne parvient pas à se mettre d'accord avec ses commandants sur la manière de déployer leurs réserves mobiles pour repousser les Alliés. Von Rundstedt, soutenu par le général Gerd von Steppenberg, commandant du Panzergruppe Ouest, veut garder ses blindés à distance de la côte pour contre-attaquer une fois que le débarquement principal allié aura été confirmé. Erwin Rommel s'oppose farouchement à cette stratégie. Il déclare à von Rundstedt que toutes les réserves doivent se tenir le plus près possible des plages afin de contrer toute attaque alliée durant les premières 24 heures. À la consternation de tous, Hitler insiste pour avoir le contrôle personnel des réserves de blindés et ne laisse à Rommel, pour défendre la côte, que quelques divisions de panzer. Von Rundstedt est d'autant plus contrarié que la Kriegsmarine et la Luftwaffe dans l'Ouest possèdent leur propre chaîne de commandement. Il ne les contrôle donc que de manière très restreinte. Depuis le mois d'avril 1944, déjà, les Alliés ont commencé à planifier en détail l'opération Overlord. C'est au départ le général anglais Frederick Morgan qui porte le titre de Cossack ou chef d'état-major interallié qui en a la charge. Morgan admet dès le départ qu'il sera difficile de percer le mur de l'Atlantique d'Hitler et qu'il faudra pour cela faire preuve de ruse et d'ingéniosité.
Il sait que la supériorité aérienne au-dessus des têtes de pont est essentielle et que le débarquement doit se situer dans le rayon d'action des chasseurs basés dans le sud de l'Angleterre. Seules 2 zones remplissent cette condition. Le Pas-de-Calais avec ses plages en pente douce et la côte normande. C'est la Normandie qui est choisie, en raison de ses eaux en partie protégées par la presqu'île de Cherbourg, mais aussi parce que les Allemands s'attendent à ce que l'attaque principale se déroule dans le Pas-de-Calais, région la plus proche de l'Angleterre outre-Manche. Les Alliés ont tiré une leçon importante de leur incursion manquée à Dieppe en août 1942. Débarquer dans un port bien défendu relève du suicide pur et simple. En revanche, les débarquements couronnés de succès en Afrique du Nord, en Sicile et en Italie ont approfondi leur expérience. Mais ils savent que l'opération à venir reste complexe et très risquée. Lorsqu'il prend le commandement des opérations, Eisenhower ne mâche pas ses mots en s'adressant à son état-major. Il déclare à ses officiers que tout obstacle doit être surmonté pour s'assurer que l'offensive alliée soit décisive. Il est convaincu de pouvoir mener à bien une invasion. I am completely confident that the soldiers, sailors and airmen and all the civil populations of the United Nations will demonstrate once and for all that an aroused democracy is the most formidable fighting machine that can be devised. Le plan du général Frederick Morgan prévoit à l'origine le débarquement de 3 divisions soutenues par 2 divisions aéroportées. Mais après avoir examiné de plus près le plan d'attaque, Eisenhower et le général Bernard Montgomery, commandant des forces terrestres, se mettent d'accord sur un point. La ligne de front doit être étendue à 5 divisions, soutenues par 3 divisions aéroportées qui protégeront leurs flancs. Pour accomplir sa mission, Eisenhower dispose de plus d'1 million de soldats américains, britanniques, canadiens et français. 160 000 d'entre eux participeront à l'attaque du jour J, avec 2500 chars, 5000 pièces d'artillerie et 5000 avions, soutenus par un tir d'artillerie massif de la marine. Pour obtenir une victoire alliée, les troupes doivent débarquer puis être réapprovisionnées sur le sol normand dans un délai très rapide, afin que les Allemands n'aient pas le temps de renforcer leur propre front. 2 ports artificiels répondant au nom de code de Mulberry sont construits en Angleterre. Ils comportent l'infrastructure nécessaire à l'acheminement des renforts et du ravitaillement indispensable. Ils seront remorqués par morceaux de l'autre côté de la Manche, puis assemblés en face des plages du débarquement. Et pour pouvoir ravitailler en carburant les forces alliées une fois débarquées, on construit plus tôt un pipeline sous-marin. Eisenhower reconnaît qu'il est essentiel de contenir les forces allemandes hors de Normandie pour qu'elles ne viennent pas renforcer celles de von Rundstedt. Pour tromper les Allemands, les Alliés montent l'opération Fortitude, Courage. Elle vise notamment à convaincre von Rundstedt que la force d'invasion alliée est 2 fois plus importante qu'elle ne l'est en réalité et qu'elle lancera son attaque principale dans le Pas-de-Calais. Agents doubles, faux messages radio, campements, armes et équipements factices, tout contribue à créer l'illusion du FUSAG, First US Army Group, le premier groupe d'armée américain. Le FUSAG est une force légendaire composée de 30 divisions basées dans le sud-est de l'Angleterre et menée par un personnage haut en couleur, le général George Patton. La création fictive de la 4e armée britannique, autre force fantôme basée en Écosse, contraint l'imposante garnison allemande de Norvège à rester sur place. Un autre objectif de l'opération Fortitude est de faire croire aux Allemands que les Alliés préparent un débarquement dans les Balkans. Eisenhower veut tirer un maximum de profit des forces aériennes alliées basées en Angleterre, qui constituent une force redoutable.
Il leur demande dans un premier temps d'écraser la Luftwaffe dans le nord de la France afin d'assurer une suprématie aérienne alliée quand le débarquement aura lieu. Pour empêcher les Allemands de renforcer la zone de bataille, une opération aérienne est montée pour couper les routes et les voies de chemin de fer qui mènent en Normandie. Cette double mission est au départ assurée par les bombardiers moyens et les chasseurs bombardiers des forces aériennes stratégiques alliées. Eisenhower est convaincu que l'objectif ne sera atteint qu'en faisant appel aux bombardiers lourds du Bomber Command de l'ARAF, ainsi qu'à la 8e Air Force américaine. Mais les chefs de ces deux forces, le général anglais Bomber Harris et l'américain Carl Spaatz, s'y opposent, préférant poursuivre leur bombardement sur l'Allemagne. Le débat atteint son point critique en mars 1944. Après avoir menacé de démissionner, Eisenhower l'emporte. Dès la mi-avril, les forces de bombardement stratégiques alliées sont placées sous son commandement. Au cours des quelques semaines qui suivent, la présence de la Luftwaffe dans le ciel du nord de la France est fortement réduite. De plus, la perturbation des communications à travers la région va devenir une contrainte de taille pour von Rundstedt. Eisenhower se fie à un certain nombre de sources d'informations. Parmi elles, Ultra, qui déchiffre les messages radio envoyés par la machine à coder allemande Enigma. Ultra lui fournit des informations essentielles sur le déploiement des troupes de la Wehrmacht. L'autre source de renseignements clés provient des mouvements de la résistance française, soutenus par des agents britanniques et américains. Les résistants aident également à saboter les voies de communication dans le nord de la France. Les avions de reconnaissance photographique analysent également les défenses le long des plages du débarquement. De nuit, des escouades spécialisées inspectent les obstacles qui jonchent les plages et prélèvent des échantillons de sable. Eisenhower et ses planificateurs ne veulent rien laisser au hasard. En 1942, l'échec de l'incursion alliée de Dieppe avait été en partie dû au fait que les chars n'étaient pas arrivés à quitter la plage. Les Alliés ont donc conçu des véhicules blindés spécialement équipés pour franchir les obstacles et faire face aux autres défenses allemandes. Surnommés les Bizarres, ils comprennent notamment le char amphibie Duplex Drive. Une jupe de toile spéciale montée sur un châssis de char Churchill lui permet d'améliorer la traction des véhicules suivants sur le sol sablonneux. Ainsi que l'Arche, également montée sur un châssis Churchill, qui aide au moyen de rampes rétractables les autres blindés à franchir les murs de la plage. Il y a aussi le char de déminage Sherman Crab, pourvu d'un long fléau. Ainsi que le char lance-flamme Crocodile, redoutable pour les bunkers allemands. Toutes les mesures sont prises pour que les plans d'Eisenhower restent totalement secrets. L'alerte la plus sérieuse se produit en avril 1944, lorsqu'un U-boat allemand attaque un convoi de navires américains engagés dans un exercice de débarquement au large de Stapleton-Sound, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. 639 militaires américains sont perdus, et parmi eux, plusieurs officiers qui connaissent en détail les plans de l'opération. Les corps sont soigneusement décomptés pour s'assurer que l'opération Overlord n'a pas été compromise.
L'une des décisions les plus capitales pour Eisenhower reste le choix de la date et de l'heure du débarquement en Normandie. Ce dernier doit se faire à marée basse, en raison des obstacles sous-marins allemands, peu avant l'aube, pour que la flotte alliée puisse traverser la Manche sans être détectée, mais avec un clair de lune suffisant pour permettre les parachutages à l'arrière des plages. Eisenhower souhaite également que la campagne puisse profiter d'au moins 4 mois de beau temps après le débarquement. Il ne retient que 2 options possibles, entre le 4 et le 6 juin et entre le 17 et le 20 juin. C'est la première qui est retenue. Le jour J aura lieu le 5 juin. Le débarquement allié doit se dérouler sur 5 plages distinctes. Les troupes britanniques doivent prendre pied sur les plages Gold et Sword, les forces canadiennes sur la plage Juno et les Américains sur les plages Omaha et Utah. En juin 1944, les 2 camps peaufinent les préparations en vue de la bataille imminente. Eisenhower et von Rundstedt savent tous deux qu'une fois la bataille commencée, aussi méticuleuse qu'ait été sa préparation, ce seront leurs réactions face à l'inattendu qui seront déterminantes. Depuis novembre 1942, lorsqu'elles débarquaient pour la première fois ensemble en Afrique du Nord, les troupes alliées regroupées sous le commandement d'Eisenhower ont beaucoup évolué dans leur mentalité et leur manière de combattre. Les Britanniques étaient d'abord méfiants au sujet des GIs américains nouveaux venus, qu'ils considéraient comme des blancs-becs sans expérience. Mais en moins de 2 ans, ils ont appris à combattre efficacement côte à côte contre un ennemi commun et tenace. Les mois qu'ils passent en Angleterre pour préparer le jour J aident les hommes qui n'ont pas encore participé au combat. Les unités de combat sont encore renforcées par l'intégration de vétérans d'Afrique du Nord, de Sicile et d'Italie. L'opération Overlord n'est pas seulement un exercice de cohésion multinationale, c'est aussi un test suprême pour l'armée, la marine et l'aviation des pays alliés. Le moral est bon chez les soldats qui sentent qu'ils ont été parfaitement préparés pour le jour J. Ils ont par-dessus tout le sentiment d'être commandés par un homme en qui ils peuvent avoir confiance. Eisenhower est aussi à l'aise avec les hommes de troupe qu'il peut l'être avec ceux du haut commandement ou de la politique. À la fin du mois de mai 1944, les soldats qui doivent participer à l'attaque initiale sont déplacés vers des camps soigneusement isolés. C'est là qu'ils sont préparés et entraînés et qu'ils reçoivent leur mission précise pour la bataille à venir. De l'autre côté de la Manche, étroite bande de mer, les troupes de von Rundstedt attendent, l'arme au pied, mais vigilantes. Les soldats allemands ont prouvé à maintes reprises qu'ils pouvaient se battre efficacement à 1 contre 10. Les troupes de la Wehrmacht possèdent la faculté essentielle de se rétablir rapidement d'un échec, fût-il dur à supporter. Cette capacité, les soldats allemands l'ont acquis en se battant durement tant contre l'armée rouge sur le front de l'Est que contre les Anglais et les Américains en Afrique du Nord et en Italie. Ils sont instruits physiquement et psychologiquement pour être capables de prendre l'initiative des combats lorsque leurs officiers ou sous-officiers sont tués ou blessés. Malgré la situation difficile de la Wehrmacht, la plupart sont convaincus de pouvoir vaincre les Alliés. En ce début de juin 1944, Eisenhower et von Rundstedt sentent que l'heure de vérité est proche. Le destin de l'Europe occidentale est entre leurs mains. Eisenhower a fixé le jour J au lundi 5 juin 1944. Aidé de son état-major, il pense avoir planifié tous les scénarios possibles, en réunissant des centaines de milliers d'hommes, d'armes et d'équipements, ainsi que les milliers de bateaux et d'avions. Mais à quelques jours de la date fixée, un facteur qui n'avait pas été pris en compte prend toute son importance, le temps. Au début du mois de juin, Eisenhower et ses commandants d'armée se rencontrent chaque jour au quartier général des Alliés au sud de l'Angleterre pour faire un bilan des conditions météorologiques. Les prévisions sont de plus en plus pessimistes et les chefs alliés commencent à être très inquiets des implications que cela pourra entraîner pour l'attaque. Le
Le 3 et le 4 juin, le temps se dégrade davantage. Les 4000 navires alliés sont prêts et plus d'1 million d'hommes sont déjà en mer pour participer à l'assaut principal ou pour servir de renfort. Au vu des conditions météorologiques qui ne cessent de se détériorer, Eisenhower est obligé de repousser le jour J de 24 heures. La responsabilité qui repose déjà lourdement sur ses épaules devient difficilement supportable. Le sort de millions d'hommes repose sur lui. Une mauvaise décision et les Alliés peuvent perdre la guerre. L'armada alliée doit manœuvrer en 48 heures si elle veut éviter de perdre 2 semaines cruciales. Mais Eisenhower sait aussi que si la force d'invasion se met en route dans ce qui est bien une tempête, elle court droit au désastre. Tard dans la soirée du 4 juin, le commandant en chef des forces alliées est appelé pour une nouvelle mise à jour des prévisions climatiques. Les météorologistes signalent alors la possibilité d'une accalmie. Le 6 juin serait une date envisageable pour le jour J, mais il n'y a aucune certitude. Face à ce dilemme essentiel, Eisenhower consulte ses adjoints. Les commandants de l'Air Force et de la Marine conseillent la prudence, mais le général Montgomery, commandant des forces terrestres, s'écrie « Allons-y ». Eisenhower doit prendre la décision la plus importante de sa carrière. Pendant un moment, il reste muet et plongé dans ses pensées, puis il lève la tête et s'exclame « On y va les gars ». La décision capitale a été prise. L'opération Overlord est lancée. Inquiet sur ses conséquences possibles, Eisenhower rédige une lettre qui exprime son profond regret en cas d'échec de l'opération qui est sur le point de se dérouler. Il espère ne jamais avoir à l'envoyer. La veille du jour J, c'est un Eisenhower tourmenté qui rend visite à la 101e division aéroportée américaine pour lui souhaiter bonne chance. Il confessera plus tard, il était extrêmement difficile de regarder un soldat dans les yeux tout en sachant que vous alliez peut-être l'envoyer à la mort. De l'autre côté de la Manche, au vu des conditions météorologiques, von Rundstedt ne pense pas un instant qu'Eisenhower va lancer son attaque. Le 5 juin, beaucoup de ses chefs les plus importants, ainsi que ses officiers d'état-major, participent à un Kriegspiel, exercice sur carte, et prévoient de passer la nuit en dehors de leur quartier général. Au cours de cette même nuit, des avions de transport chargés de soldats des 3 divisions aéroportées alliées surgissent dans le ciel normand. Peu après minuit, les avions éclaireurs commencent leur descente en direction des objectifs. 1 heure plus tard, les hommes des 82e et 101e Airborne sautent en parachute à l'ouest de la péninsule du Cotentin, tandis que ceux de la 6e division aéroportée britannique sont largués sur le flanc est. Ils sont bientôt suivis par des renforts amenés par planeurs. Les 2 groupes de parachutistes prennent les Allemands au dépourvu et assurent bientôt le contrôle de leurs objectifs en vue du débarquement des forces amphibies. Le 6 juin, à 3 heures du matin, près de 2000 bombardiers alliés procèdent durant 2 heures à un pilonnage préliminaire des défenses allemandes dans la zone du débarquement. L'attaque aérienne est suivie d'un bombardement naval colossal. Enfin, 1 millier de bombardiers lourds américains prennent pour cible la principale ligne de défense allemande. Bien qu'il soit choqué par cette attaque aérienne et navale imprévue, une grande partie des défenseurs de von Rundstedt réagit rapidement et se prépare à affronter l'assaut des troupes d'Eisenhower. À
6h30, soutenus par le tir des canons de marine, les premières vagues de soldats se dirigent vers les plages normandes. Impossible de faire marche arrière. Eisenhower prie pour que la résistance allemande soit écrasée avant que von Rundstedt n'ait eu le temps de réagir. Pour les deux adversaires, tout va se jouer dans les quelques heures à venir. Face au débarquement allié, von Rundstedt réagit d'abord en contactant le quartier général d'Hitler pour demander l'aide des réserves de Panzer. Mais on lui répond que le Führer dort et qu'on ne peut le déranger. Seule la 21e Panzer Division est suffisamment proche de la zone du débarquement allié, mais elle a besoin de temps pour se rassembler. Au même moment, les troupes de la première armée américaine attaquent les plages de Utah et Omaha, tandis que la deuxième armée britannique débarque sur Gold, Juno et Sword. Le 7e corps américain débarque sur Utah Beach. Il parvient relativement facilement à prendre le contrôle de son objectif initial. Le 6 juin, dans la soirée, les Américains ont mis en place la tête de pont et rejoint leur 101e division aéroportée. Ils ont subi moins de 200 pertes. Les divisions britanniques et canadiennes atteignent les plages de Gold, Juno et Sword au prix de lourdes pertes. Sans se laisser décourager, les soldats alliés progressent ensuite dans les terres. Au terme de combats acharnés, les 3 têtes de pont sont mises en place en début d'après-midi. Les unités qui ont débarqué sur Gold, Juno et Sword prennent ensuite la direction de leur objectif principal, la ville de Caen, située au sud, à 10 km de là. Mais plus tard dans l'après-midi, elles subissent la contre-attaque de la 21e Panzer Division. De violents combats éclatent alors entre les soldats alliés et les chars et panzer grenadiers allemands. Alors que la nuit tombe, les Allemands doivent se replier. Lorsqu'Hitler revient enfin sur sa décision, en autorisant von Rundstedt à utiliser les réserves de Panzer, il est trop tard. Même s'ils n'ont pas réussi à s'emparer de Caen, les Anglais et les Canadiens sont en sécurité sur leur tête de pont à la fin de la journée. Dominés par une solide défense allemande, postée sur un haut promontoire, les soldats d'Eisenhower sont en difficulté. Lorsque les Américains atteignent la plage, ils subissent les feux de 2 régiments allemands lourdement équipés. Les pertes augmentent rapidement, tandis que les tirs de mortier, de l'artillerie et des canons allemands s'abattent sur les soldats alliés. Les combats se poursuivent sans relâche, et ce n'est qu'en début d'après-midi que les Allemands se replient enfin vers des positions secondaires. À la fin de la journée, sur Omaha Beach, l'avancée américaine dans les terres ne dépasse pas 2 km. La bataille a été courte, mais terrible. Les Américains ont perdu 2000 hommes. Ils doivent beaucoup au bataillon US Ranger, qui, en escaladant la pointe du Hoc, a permis d'interrompre efficacement le pilonnage allemand. Malgré le contretemps, à Omaha Beach, le 6 juin 1944 est une victoire triomphale pour Eisenhower et son armada alliée. Le soir du 7 juin, toutes les têtes de pont sont assemblées. La libération de la France a commencé. Trompé par Eisenhower, von Rundstedt est ensuite contrarié par Hitler, qui maintient que l'assaut principal allié est toujours sur le point de se produire près de Calais.
Lorsque le Führer admet que le point d'attaque central était bien en Normandie, il est trop tard. Les Alliés progressent dans les terres. Le 19 juin, une violente tempête endommage les ports artificiels Mulberry, destinés à recevoir le réapprovisionnement. Tandis que les éléments se déchaînent, Eisenhower remarque « Remercions les dieux de la guerre d'y être allés au bon moment ». Promu général des armées en décembre 1944, Dwight David Eisenhower mène d'une main ferme, durant la fin de l'année 1944 et en 1945, l'inexorable progression des Alliés de l'Ouest jusqu'au cœur de l'Allemagne. À la fin de la guerre, il est devenu un héros international. Après 1945, il est brièvement chef des forces occupantes américaines en Allemagne. Il devient ensuite chef d'état-major des forces armées américaines, puis le premier commandant en chef de l'OTAN. Eisenhower se tourne alors vers la politique et il est élu président des États-Unis à 2 reprises. Il meurt en 1969, pleuré par une nation reconnaissante qui le vénère comme l'un de ses plus grands héros. Le 2 juillet 1944, von Rundstedt est remplacé par le Feldmaréchal Gunther von Kluge comme commandant suprême des forces allemandes à l'Ouest. Présidant la cour d'honneur mise en place après l'attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944, il destitue les officiers impliqués pour permettre leur jugement par un tribunal nazi. En septembre 1944, von Rundstedt revient à la tête des forces allemandes à l'Ouest et il mène avec adresse le repli de ses troupes vers la frontière allemande. Bien qu'il en désapprouve l'idée, il est responsable en nom, en décembre 1944, de la contre-offensive des Ardennes. Mais en mars 1945, après que les troupes américaines se sont emparées du pont de Remagen sur le Rhin, Hitler démet de ses fonctions von Rundstedt pour la dernière fois. Emprisonné par les Américains à la fin de la guerre, von Rundstedt est livré aux Anglais avec l'accusation d'éventuels crimes de guerre. Après un long débat, les Britanniques décident en effet de le juger, mais son état de santé est tel qu'il est dispensé d'assister au procès. Libéré en mai 1949, Gerd von Rundstedt coule des jours paisibles avec sa famille jusqu'à sa mort en 1953. Le jour J marque une victoire spectaculaire. C'est la plus grande et la plus complexe des opérations amphibies de l'histoire. Entravé par Hitler, von Rundstedt échoue dans sa tentative de rejeter les Alliés à la mer. L'opération marque la fin de l'Empire nazi. Les Alliés de l'Ouest ont enfin ouvert le second front, tant redouté par Hitler. Pour Dwight Eisenhower, le jour J marque le couronnement de sa carrière. Mais pour Gerd von Rundstedt, c'est une bataille sans espoir, où rien finalement n'aura joué en sa faveur.